Alors, merci de m'avoir invité pour traiter de ce sujet. Et sans transition, donc, je passe à l'IRM de l'épaule pour le rhumatologue. Donc, ça va être un truc basique, essentiellement pour que le rhumatologue sache, se familiarise avec les différents plans de coupe à notre disposition. Ensuite, il se familiarise aussi avec les séquences qu'on utilise pour explorer l'épaule. Et enfin, bien sûr, voir l'aspect en imagerie des principales pathologies de l'épaule, essentiellement pathologies spécifiques, à savoir la pathologie de la coiffe des rotateurs, les instabilités gléno-humérales, les capsulites rétractiles et les SLAP. Donc, les objectifs, ça va être justement de détailler un tout petit peu la technique, de vous montrer notre cuisine interne, donc comment on technique une épaule. C'est parce que justement, si on ne respecte pas les plans d'acquisition, donc vous n'allez rien comprendre à l'IRM qu'on va vous transmettre. Donc, il est intéressant que vous sachiez d'abord juger est-ce que l'examen a été fait dans les règles de l'art. Ensuite, également de détailler les différentes séquences et l'intérêt de chaque séquence, et donc sur quelle séquence on doit partir voir une structure anatomique donnée, et puis détailler la radioanatomie normale de l'IRM. Donc vous connaissez tous très bien l'anatomie de l'IRM, essentiellement sur l'échographie, mais pour la radioanatomie IRM, il y a certaines petites particularités donc, qui seraient souhaitables de détailler avant de passer bien sûr à la pathologie. Donc pour la technique, alors sachez qu'il y a deux types d'IRM. Il y a l'IRM conventionnel, donc, où l'on introduit l'ensemble du sujet dans le tunnel d'IRM. C'est une IRM à tunnel fermé, et donc on utilise des antennes de surface. Donc au début on utilisait des antennes corps et l'épaule bougeait, l'antenne bougeait avec la respiration, et donc on avait des images qui étaient très artefactées. Maintenant on utilise des épaules qui sont où on met à l'intérieur de l'épaule à l'intérieur de l'antenne, ce qui fait on a des images avec une excellente résolution en contraste. Alors ensuite on a également développé l'IRM ouverte, donc essentiellement pour les patients qui sont claustrophobes. Alors pour ce qui est des plans de coupe, et c'est là l'étape la plus importante. Si on rate ces plans, tout l'examen sera raté. Donc on commence toujours par le plan axial. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'articulation gléno-humérale, donc le plan axial de cette articulation est le même que le plan transversal du corps humain. Donc il suffit d'avoir une coupe axiale vraie pour couper l'articulation en axial. Donc c'est sur cette coupe qu'on va se baser pour mettre justement les coupes coronales et les coupes sagittales. Alors pour les coupes coronales, ça va être, donc ici vous avez le corps de l'omoplate, et là vous avez la tête humérale. Donc les coupes coronales doivent être parallèles justement au plan du corps de l'omoplate et parfaitement perpendiculaires à l'interline articulaire scapulo-humérale. Et donc ce qu'on va obtenir comme image, c'est cette image qui vous rappelle la radiographie de l'épaule de face, justement. Donc c'est la même orientation. Alors ensuite, pour le plan sagittal, donc on va se baser, on a toujours le plan qui passe par le corps de l'omoplate, perpendiculairement à l'interline scapulo-humérale, et puis on va se mettre de façon perpendiculaire à ce premier plan qui était coronal. Donc on va se mettre dans un plan sagittal, et pour le reconnaître, vous avez ici l'avant, l'arrière, le haut et le bas. Vous avez là le corps de l'omoplate, l'épine de l'omoplate, et donc vous reconnaissez un peu les différentes structures qu'on va voir plus loin. Donc ensuite, on va voir la radioanatomie normale en fonction des différents plans de coupe qu'on va détailler. Donc vous avez ici sur cette coupe donc, qui est coronale, donc vous avez des repères osseux. Alors comme vous savez, il y a la coiffe des rotateurs qui est faite essentiellement par le sus et l'infraépineux, et il y a une continuation anatomique entre les deux structures. Donc on ne sait pas vraiment où commence l'une et où se termine la deuxième. Donc on a besoin de repères osseux pour pouvoir justement les repérer. Donc vous avez sur la coupe la plus enfin une coupe moyenne, vous avez ici l'articulation acromio-claviculaire avec la clavicule en dedans et l'acromion en dehors. D'accord? Donc sous cette coupe, donc on a le passage du supraépineux avec bien sûr son tendon, donc qui est par là. Donc son tendon qui est noir ici, en hyposignal, on parle de signal en IRM, donc qui est parfaitement noir. Alors sur cette coupe coronale, si on fait la corrélation avec la coupe anatomique, elle nous permet de voir
à part le tendon du supraépineux, également la glène, et ce qui agrandit la glène, c'est-à-dire le bourrelet glénoïdien, avec ses deux composantes, le bourrelet supérieur, qui va être surtout sujet aux SLAP lésions, donc les lésions du bourrelet donc supérieur, et c'est sur ce plan de coupe qu'on devra justement les analyser. Ensuite, on a le bourrelet inférieur, on a également la cavité articulaire, donc c'est ce qui va se remplir de liquide, soit par de l'épanchement relatif à une pathologie, soit parce qu'on a injecté du liquide en intra-articulaire, c'est ce qu'on appelle l'arthro-IRM, et vous avez ce qui soutient l'articulation vers le bas, qui est le ligament gléno-huméral inférieur, qui soutient un peu l'articulation tel un amas, et donc il empêche justement la luxation lors des mouvements d'armée de la tête humérale en avant. Alors sa rupture va donner justement lieu à des atteintes, le Hagel. Alors vous avez également ici l'insertion du muscle deltoïde sur l'acromion. Alors, si on passe un peu plus en arrière, donc si on passe plus en arrière, on va couper au niveau de l'épine de l'omoplate. Alors, on reconnaît l'épine de l'omoplate sur l'IRM par ce petit tubercule qui est un peu pointu vers le bas, donc comme sur la coupe anatomique. Donc, quand on a ce tubercule, on sait que ce qui passe dessous, c'est le muscle infraépineux. Donc là, on est capable de faire la distinction sur les différentes coupes successives du sus-épineux en moyen et puis de l'infraépineux plus en arrière. Alors ensuite, on passe sur la coupe qui est la plus en avant, où on a la coracoïde. D'accord ? Alors, quand vous avez ici l'articulation acromioclaviculaire et que vous visualisez déjà la coracoïde, vous savez que vous êtes au niveau du ventre, de la face ventrale de la scapula. Et là, on a l'insertion du muscle subscapulaire. Alors, ce muscle subscapulaire qui va aller s'insérer, comme vous savez, sur le trochin. Et puis, vous avez là la longue portion du biceps qui, elle, s'insère au niveau du tubercule supraglénoïdien, donc vous avez ici la glène, là le bourrelet glénoïdien supérieur, le tubercule supraglénoïdien, et puis le passage de la longue portion du biceps, qui elle aussi peut être arrachée lors des slaps. Alors, si on veut un peu résumer, sur les coupes coronales vont être analysées les structures suivantes. Donc vous avez déjà des repères osseux, comme on a vu, donc l'articulation acromioclaviculaire, l'épine de l'omoplate, l'apophyse coracoïde. Vous avez également les structures tendineuses qui sont le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire et la longue portion du biceps. Puis vous avez les deux parties du bourrelet glénoïdien, à savoir le bourrelet supérieur et le bourrelet inférieur. Mais vous avez également une structure ligamentaire qui est le ligament gléno-huméral inférieur. On a également les bourses qui, comme vous savez, à l'état normal, ne sont pas remplies de liquide et donc on ne peut pas voir les bourses en imagerie, sauf si elles sont justement inflammées ou qu'elles contiennent du liquide. Donc ici, vous avez une coupe coronale en pondération T2 où vous avez également le liquide à l'intérieur de l'espace articulaire. Alors ensuite, on passe au deuxième plan d'étude qui est représenté par le plan sagittal. Donc comme on avait dit, donc on rappelle que c'est perpendiculaire par rapport au plan précédent, c'est-à-dire par rapport au plan coronal. Et donc ce que vous avez sur ce plan sagittal, si vous vous mettez en médian, c'est exactement la même chose que ce que vous obtenez sur la radiographie profil de la coiffe. Donc vous avez le corps de l'omoplate au milieu, en avant bien sûr l'insertion du muscle subscapulaire, en arrière vous avez votre épine de l'omoplate qui va vous diviser la coiffe des rotateurs en supraépineux, infraépineux. Et c'est la seule coupe qui vous montre également le teres minor, donc le muscle petit rang, justement parce qu'il y a une petite interface graisseuse qui le sépare de l'infraépineux. Alors maintenant, on va se placer un peu plus en dedans, toujours dans le plan sagittal, mais on va être exactement dans le plan de l'interligne articulaire gléno-humérale. Alors si on se met à ce niveau, ce que l'on va voir, c'est l'ensemble du bourrelet glénoïdien, donc cette structure fibrocartilagineuse qui va agrandir un peu la surface de la glène, et donc on va la voir vraiment comme une poire, et donc c'est ce que vous voyez ici. Vous avez la partie supérieure, la
la partie antérieure, la partie inférieure et la partie postérieure. Ici, on va chercher, surtout ici, si on cherche des slap lésions, on va y chercher dans les bons cartes, donc ça va être surtout le bourrelet antérieur, et puis dans les bons cartes reverses, ça va être surtout sur le bourrelet postérieur. Alors là, vous avez en plus l'épine de l'omoplate, donc on voit l'acromion, donc on peut également juger de sa morphologie. Donc c'est justement le plan de coupe le mieux adapté justement à l'étude de la morphologie de l'acromion, qui serait incriminé dans les conflits sous-acromiales qui sont responsables justement de qui figurent parmi les pathologies les facteurs extrinsèques de la coiffe des rotateurs. Donc vous avez également par là l'apophyse coracoïde avec la bourse sous-coracoïdienne que vous pouvez visualiser toujours sur cette coupe. Alors ici, on a distendu la cavité articulaire par du liquide, donc on a injecté du produit de contraste pour justement visualiser toutes les structures qui vont renforcer la capsule articulaire en dedans, qui sont représentées par les structures ligamentaires, mais également pour mieux voir le bourrelet glénoïdien, pour mieux voir le cartilage. Donc ça a des implications essentiellement dans les instabilités ou dans les ruptures des ligaments gléno-huméraux. Donc c'est très peu réalisé dans notre contexte, donc on fait très peu cet examen, donc à moins qu'il soit demandé par le clinicien. Alors, ce que vous voyez ici, donc c'est toujours la glène qui est recouverte par le bourrelet glénoïdien. Là, c'est l'avant, l'arrière, l'acromion, ici, et là vous avez la capsule articulaire qui à l'état normal n'est pas visible, c'est un feuillet très fin. Donc ce qu'on voit en blanc, c'est surtout le liquide qui est à l'intérieur de l'interligne articulaire qu'on a créé. Bien sûr, donc on a ici le renforcement de la capsule articulaire qui se fait par les ligaments gléno-huméraux. Comme vous savez, ils décrivent une forme de Z, donc vous avez le ligament gléno-huméral supérieur, vous avez le moyen et vous avez l'inférieur divisé en deux bondes, une bonde antérieure et une bonde postérieure. C'est ce qui permet de soutenir, c'est un stabilisateur passif de l'articulation, donc à côté des stabilisateurs actifs que sont la coiffe des rotateurs. Donc tout ça, on peut très bien le voir si on distend notre cavité articulaire. Vous avez le ligament gléno-huméral supérieur par là, le moyen par ici, et puis le feuillet donc inférieur par ici. Alors ensuite, on a une coupe où l'on peut également visualiser l'intervalle des rotateurs. Donc, vous savez que la coiffe des rotateurs, c'est comme un chapeau qui coiffe la tête humérale. Et ce chapeau donc, est fait par le supraépineux, l'infraépineux, le teres minor en haut et en arrière. Et puis en avant, vous avez le subscapulaire. Et puis vous avez cet intervalle où passe la longue portion de biceps que l'on appelle l'intervalle des rotateurs, qui va justement être épaissi à chaque fois que vous avez une capsulite rétractile. Donc, c'est là où il est intéressant d'aller regarder justement est-ce que vous avez un épaississement de la capsule, parce que là la capsule est presque nue, donc il n'y a rien qui la chapeaute. Donc à chaque fois que vous avez un épaississement, c'est que vous êtes dans une capsulite rétractile. Il y a par ici également le passage du ligament coraco-huméral qui lui aussi donc fait partie de l'intervalle du rotateur et qui va être également épaissi dans le cadre de la capsulite rétractile. Donc au total, si on analyse les coupes sagittales, donc ce qu'on va analyser le mieux va être pour les tendons, donc on va voir les 4 tendons de la coiffe. Donc en avant, on verra le subscapulaire, en arrière, on verra le sus-épineux, l'infraépineux, le teres minor. Pour l'os, c'est la meilleure coupe pour voir l'acromion et juger, donc on va voir plus loin, si c'est un acromion de type vulnérant, c'est-à-dire qu'il agresse à chaque fois, donc lors de manœuvres dynamiques, la coiffe des rotateurs. On pourra également visualiser les différents ligaments, essentiellement quand on injecte du produit de contraste en intra-articulaire ou quand on a de l'épanchement articulaire, à savoir le ligament gléno-huméral supérieur et moyen. Et puis on est également capable de voir la source sous-coracoïdienne, cette bourse qui communique avec l'espace articulaire. Donc si vous avez de l'épanchement et vous avez cette bourse qui est pleine, ce n'est pas une bursite, c'est juste de l'épanchement articulaire. Si on opacifie par arthro-IRM, et donc on aura automatiquement l'expansion de cette bourse qui n'est pas pathologique.
Enfin, on passe au plan axial. Donc, dans le plan axial, vous avez cet aspect qu'on simile à un cornet de glace ou à un ballon de golf, donc sur son support. Et donc, ce plan axial, comme vous voyez ici, donc va vous montrer en dehors la tête humérale et en dedans, vous avez la scapula avec la glène. D'accord? Donc, et vous avez des structures triangulaires en avant et en arrière qui correspondent justement au bourrelet glénoïdien qui va agrandir la glène pour qu'elle soit plus continente vis-à-vis de la tête humérale. Donc, le bourrelet antérieur, vous le voyez en avant, le bourrelet postérieur, vous le voyez en arrière. Donc, c'est intéressant de voir cette coupe parce que c'est sur cette coupe qu'on va analyser essentiellement les bons cartes. Donc, les lésions, à chaque fois qu'on a une luxation, donc on aura des atteintes justement du bourrelet, soit antérieur, soit postérieur, en fonction de la direction de la luxation. Donc ensuite, vous avez également l'insertion, vous avez la scapula, ce qui est en avant c'est par là, ce qui est en arrière c'est par là, donc là vous avez l'insertion du muscle subscapulaire, d'accord, avec son tendon qui est à l'intérieur du liquide articulaire. Là, c'est une arthro-IRM. Alors, ce muscle subscapulaire qui va émettre des fibres, le ligament transverse, ces fibres vont amarrer, donc le tendon va s'insérer sur le trochin, et puis les ligaments qu'il émet, qui sont le ligament transverse, va permettre d'amarrer la longue portion du biceps dans sa gouttière, qui est la gouttière bicipitale. Bien sûr, cette longue portion du biceps est initialement, juste à sa sortie, intra-articulaire. Donc, automatiquement, quand on aura de l'épanchement articulaire, on va aller le chercher autour de la longue portion du biceps parce que ça communique avec l'articulation. Sur cette coupe également, on va voir l'insertion de façon symétrique par rapport à l'insertion du subscapulaire. Vous aurez en arrière l'insertion du muscle infraépineux. C'est parmi les meilleures coupes pour visualiser l'infraépineux. L'infraépineux, on l'a vu sur les coronales, on l'a vu sur les sagittales, mais là, vous voyez directement son insertion sur le trochiteur. Alors, vous avez ici toujours une coupe axiale. Alors, comme on avait dit, on a le bourrelet glénoïdien, on a la capsule articulaire et on a cet ensemble qui est soutenu par le système ligamentaire, ligament gléno-huméral supérieur, moyen, inférieur, bande antérieure, bande postérieure. Vous remarquez que le ligament gléno-huméral moyen chemine justement entre le bourrelet glénoïdien et entre le muscle subscapulaire. Donc, vous imaginez si on fait une coupe axiale à ce niveau, donc ce qu'on va voir ici, c'est le bourrelet antérieur, la partie antérieure du bourrelet glénoïdien. Là, vous avez l'insertion du subscapulaire et entre les deux, cette structure noire que vous voyez ici correspond justement au passage du ligament gléno-huméral moyen. Donc, c'est intéressant, surtout dans certaines variantes anatomiques où ce ligament va s'épaissir et on n'aura plus de bourrelet supérieur, justement. Alors, sans mieux analyser sur les coupes axiales, justement, l'interline articulaire gléno-humérale, on va analyser la tête humérale parce qu'à chaque fois qu'on aura une instabilité, c'est sur ce versant postérieur qu'on va aller chercher les lésions de passage, c'est-à-dire la tête quand elle percute donc l'extrémité antérieure de la glène, donc on aura des lésions de passage qui signent justement cet accident. Donc on va chercher sur la tête humérale ici et sur le bourrelet glénoïdien par là. Donc ça permet également d'étudier les tendons, essentiellement le subscapulaire et l'infraépineux, la longue portion du biceps, d'étudier le ligament gléno-huméral moyen, passant entre le bourrelet antérieur et le subscapulaire, et puis d'étudier également la bourse sous-coracoïdienne qui s'étend en bas jusqu'en préscapulaire. Donc, quels sont, maintenant, vous connaissez à la fois les plans de coupe, et vous savez que si on a respecté les plans de coupe, vous allez reconnaître toutes les structures anatomiques qu'il y a. Donc, c'est exactement comme si on voyait quelqu'un de biais, donc on ne va pas le reconnaître. Maintenant, quelles sont les séquences à utiliser parce que c'est important. Donc, c'est important pour la pathologie de deviner aussi quelles sont les séquences. Donc, sachez qu'en IRM, il n'y a que 2 séquences de base. Il y a la séquence T1 et la séquence T2, pour faire simple. Toutes les autres séquences, c'est des dérivés de ces 2 séquences de base. Pour faire la différence entre ces 2 séquences, on voit le liquide. D'accord? Si le liquide est noir, on est dans du T1. Si le liquide est blanc, on est dans du T2.
C'est valable pour le rachis lombaire, pour le genou, pour tout l'organisme. Donc, pour reconnaître justement le T1 du T2, donc on doit chercher dans notre tête une structure anatomique kystique qu'on connaît, donc qui appartient à cette atmosphère anatomique. Donc ici, la seule chose qui soit kystique, c'est le liquide qui se trouve à l'intérieur de l'interline articulaire ou éventuellement dans les bourses articulaires. Donc ici, vous avez ce liquide dans l'espace articulaire qui est en hypersignal T2, et là, vous avez l'espace articulaire complètement noir. Donc ça, c'est du T1, ça, c'est du T2. C'est simple. Après, toutes les autres séquences, ça va être des artifices. Les principaux artifices qu'on a, c'est l'élimination du signal de la graisse. Donc, remarquez ici que vous avez donc la graisse dans différents compartiments anatomiques. Vous avez la graisse en sous-cutanée. C'est hyper intense, aussi bien en T1 qu'en T2. Donc, si on se fie qu'à la graisse, on ne pourra jamais faire la part des choses entre les deux séquences. On a également la moelle osseuse qui est en hypersignal également parce qu'elle est riche en graisse, donc elle est en hypersignal T1 et T2. Donc, sur cette séquence, si on remarque ici, donc on a le liquide articulaire, on a une petite portion ici de liquide articulaire, donc on est sur du T1 ou du T2, vu que c'est du blanc. Donc, on est sur du T2. Par contre, toute la graisse sous-cutanée et la graisse qui se trouvait dans la moelle osseuse est noire par là. Donc, on a saturé le signal de graisse. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tous les processus qui vont toucher, que ce soit l'os, les tendons, etc., ça va être riche en liquide. Ça va être de l'inflammation, de l'œdème. Même si c'est tumoral, on va avoir un hypersignal en T2. Donc, on aura besoin de faire un peu la part des choses entre l'hypersignal qui est relatif à la graisse et entre l'hypersignal pathologique. Donc, on se débarrasse du signal de la graisse et on ne garde que l'hypersignal de l'eau. Et donc, tous les processus, on pourra les détecter. Donc, c'est une excellente séquence pour détecter justement toutes les anomalies. Alors ensuite, on a d'autres dérivés. Bien sûr, on peut appliquer la saturation de graisse aussi pour les séquences T1. D'accord? Donc, on aura des T1 et on va annuler le signal de la graisse. Et on aura le liquide en noir, la graisse en noir. C'est surtout utile quand on veut injecter du produit de contraste par voie intraveineuse pour voir la vascularisation de notre processus, qu'il soit inflammatoire, infectieux ou tumoral. Mais là, dans l'épaule, on n'a généralement pas besoin d'injecter dans les indications pathologie spécifiques. Donc, ensuite, on passe, bien sûr, à la technique d'arthro-IRM. Donc, arthro-IRM dit qu'on va injecter du gadolinium à l'intérieur de la cavité articulaire. Et donc, ça serait vraiment insensé de l'injecter sur des séquences T2. Parce que dans le T2, on a le liquide déjà en blanc. Donc, on va l'injecter plutôt dans des séquences T1. D'accord? Et donc, vous avez le liquide à l'intérieur de l'articulation qui est en blanc. Donc, c'est du T1 avec injection intra-articulaire de liquide articulaire. Pourquoi on injecte justement les patients? C'est surtout quand on suspecte une rupture transfixiante. Transfixiante, c'est-à-dire qu'on a un trou dans la coiffe qui fait communiquer la cavité articulaire avec la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Pour mettre en évidence ce trou, on n'a pas vraiment besoin du signal. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir le passage. Et pour voir le passage, on a besoin de distendre notre cavité articulaire. Il n'est pas suffisant de se fier juste au liquide qui se trouve à l'état normal dans l'articulation. On a besoin de distendre, comme ça les berges vont un peu s'éloigner et donc on pourra voir ce passage correctement. Donc vous avez ici toujours la différence donc, entre le T2 FATSAT et le T1 FATSAT avec injection intra-articulaire de gado. Donc c'est qu'on sait qu'on a injecté en intra-articulaire, sinon le liquide ici est blanc, l'os est noir, donc tout se ressemble. Donc pour la pathologie, donc je vais essayer de détailler essentiellement la pathologie de la coiffe, donc qui est la plus fréquente. Alors c'est la première cause de douleur de l'épaule et donc mécanisme, c'est soit un mécanisme dégénératif, donc et ça va intéresser plus le supraépineux, soit un mécanisme traumatique, ça va intéresser plus le subscapulaire. Alors là, il y a 4 entités nosologiques qu'on va explorer en IRM. Nous avons les tendinoses qui sont des sortes de tendinopathies, donc chroniques dégénératifs. On a les tendinopathies calcifiées. Pardon.
on a les ruptures partielles et puis on a les ruptures transfixiantes. Et donc, on va voir pour chacune de ces entités, donc, qu'est-ce qu'on va attendre de l'IRM? Déjà, de faire le diagnostic, de faire le bilan, éventuellement le bilan pré-chirurgical. Donc, pour la tendinose, donc, on a essentiellement deux théories. La théorie intrinsèque, vasculaire, traumatique, dégénérative, mais on a aussi la théorie extrinsèque. Pourquoi c'est important de la rapporter? Parce que, justement, il nous revient de préciser, parce que le traitement va être un traitement médical au début, des infiltrations, etc. Mais si on a donc un échec de traitement médical, eh bien on demande une IRM justement pour chercher ces facteurs extrinsèques. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pointe à chaque fois donc, sur la coiffe et qui fait qu'elle ne guérit jamais? Et donc c'est tout l'intérêt de l'IRM. Alors voyons un tendon normal, parce qu'on a vu la radioanatomie, mais pour un tendon normal, que ça soit en séquence T1 ou en séquence T2, ça se présente en hyposignal. Donc c'est noir sur les deux séquences, sur la séquence T1 et sur la séquence T2. En fait, il n'y a pas de liquide dedans, c'est du fibrocartilage, donc il n'y a pas les protons d'hydrogène d'eau, et donc on a du noir sur toutes les séquences. À chaque fois qu'on aura du blanc, ou du blanc nuancé, de l'hypersignal qui soit liquidien ou pas, c'est pathologique. Sauf dans le cas que je vais vous montrer ici. Donc vous avez ici du gris. Donc c'est en fait en T1 c'est de l'hypersignal. En fait c'est un peu la même chose que l'artefact d'anisotropie que vous trouvez à l'échographie. Si vous êtes perpendiculaire au tendon, vous pouvez voir une plage hypoéchogène qui va vous induire en erreur. Donc c'est la même chose qui se passe en IRM. Donc à chaque fois que vous avez ce tendon qui s'incline à 50 degrés, ben l'appareil ne va pas prendre le signal correctement et donc on aura donc cet hyposignal. Sauf que cet hyposignal ne sera visible que sur une seule séquence, sur la séquence T1, sur la séquence T2, on ne le verra pas. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la différence avec la tendinose. Bien sûr, un tendon pathologique, donc ce n'est pas seulement le signal qu'on analysera en IRM, on analysera aussi le parallélisme de bord, l'épaisseur du tendon, donc tout ça, ça va nous renseigner. Alors, vous voyez ici, donc, vous avez un tendon. Donc, par rapport au tendon qu'on avait vu, c'est un tendon supraépineux parce qu'on est au-dessous de l'articulation acromioclaviculaire. Donc, vous remarquez que ce tendon est épaissi et qu'on n'a plus de parallélisme des deux bords du tendon. Donc vous avez perdu le parallélisme, en même temps vous avez un hypersignal, que ça soit en T1 ou en T2. Donc là vous avez du liquide en blanc, donc on est sur des séquences T2. Bien sûr les séquences T2 sont mieux placées pour détecter les lésions par rapport aux séquences T1 parce qu'elles ont un meilleur contraste. D'accord? Donc sur les séquences T2, vous remarquez que ce tendon est très épaissi, qu'il est hétérogène et qu'il est siège d'une plage hyper intense en T2, mais la particularité, c'est que cette hyperintensité n'est pas liquidienne. Donc, c'est une hyperintensité non liquidienne. Vous voyez la différence avec la bursite. Donc, vous avez ici la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui est remplie de liquide. C'est une bursite réactionnelle. Là, c'est de l'eau. Donc, le signal de l'eau n'est pas le même que celui dans la tendinose. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence, justement, entre les tendinoses et le chapitre suivant, qui va être les ruptures. D'accord? Donc, pour la tendinose, vous avez toujours ici donc, un exemple. Vous avez de l'hypersignal, mais qui n'est pas identique à celui du liquide. Donc, on est dans la tendinose. Vous avez toujours cette bursite très étendue. Il paraît que c'est cette bursite qui va faire mal au patient parce que dans le tendon, il n'y a pas de sensibilité vraiment. Donc, pour les tendinopathies calcifiées. Alors, les tendinopathies calcifiées que vous connaissez, donc peu fréquentes chez la femme, en 35-60 ans, vous avez des dépôts d'hydroxyapatite de calcium. C'est généralement visible déjà sur la radiographie standard. Mais si on fait une IRM, ce qu'on va voir, c'est toujours un tendon qui est pathologique. Donc, parce que les calcifications, malheureusement, ont le même signal que l'os. Donc, remarquez ici, vous avez par exemple la clavicule. Donc, vous voyez que la corticale osseuse est en hyposignal franc, alors que la médulaire est en hypersignal. Donc là, vous avez le même signal que la corticale parce que c'est des calcifications. Donc, ils ont le même signal que l'os compact. Mais on reconnaît, par rapport à l'hyposignal normal du tendon, donc on reconnaît que c'est un tendon pathologique parce que justement, il est épaissi, il a perdu le
parallélisme de ces bords sont convexes. Et donc, à l'intérieur de lui, on trouve ça. Donc, on doute sur la présence de calcification. On fait une radio qui nous montre justement qu'on a des calcifications présentes. Et donc, on est tiré d'affaire. Alors, bien sûr, l'IRM n'est pas très bonne justement pour visualiser les calcifications, mais on a toutes ces astuces pour pouvoir les deviner. Alors, pour les ruptures partielles, donc comme on a dit, la différence avec les tendinoses, c'est justement l'hypersignal. Il est là, mais il est de type liquidien. C'est-à-dire qu'il a le même signal que le liquide de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Donc, vous avez ici une sémiologie typique d'une rupture. Donc, vous avez le supraépineux qu'on peut assimiler à deux cordons, un cordon superficiel, un cordon profond. Vous voyez le cordon superficiel qui est hypointense, donc c'est bon, il est noir, alors que le tendon inférieur, le cordon inférieur du supraépineux, donc il est blanc ici. Et cet aspect blanc s'étend même à l'intérieur du tendon. Donc on est devant une rupture de la face profonde du tendon supraépineux. C'est une rupture qui est partielle. Donc quand vous avez une rupture partielle, il est intéressant de dire déjà donc, sur quelle épaisseur cette rupture s'étend pour que vous sachiez est-ce que vous allez la traiter médicalement ou l'orienter plutôt vers un chirurgien parce qu'elle a de très fortes chances de se compléter. Donc pour cette rupture, par exemple, elle est inférieure à 50% de l'épaisseur du tendon, alors que sur celle-ci, elle est vraiment supérieure. On n'a que quelques petites fibres périphériques qui restent tendues en superficie. Il est également important de savoir est-ce que cette rupture intéresse la face articulaire, la face bursale, ou c'est plutôt un clivage intratendineux. D'accord ? Donc, vous avez ici l'hypersignal T2 de type liquidien. Et là, vous avez des fibres continues donc, sur la face bursale. Donc, c'est une rupture de la face articulaire. Là, vous avez une rupture de la face bursale du tendon supraépineux. Et là, vous avez l'épaisseur du tendon, elle est là. Le tendon normal est là. Et là, vous avez le clivage intratendineux de signal liquidien, donc à l'intérieur du tendon. Donc, enfin, on va voir les ruptures transfixiantes. Donc, qui dit transfixiante dit un trou dans la coiffe des rotateurs. Un trou qui va faire communiquer l'espace articulaire avec la bourse sous-acromio-deltoïdien et qu'on devra mettre en évidence, nous, par l'imagerie. Donc, on fait une IRM, donc c'est ce qu'on fait tous les jours, mais s'il y a des adhérences ou des adhérences au niveau des berges, donc on pourra ne pas visualiser ce trou et avoir besoin de passer un examen plus performant qui est l'arthro-IRM parce qu'on va distendre la cavité, on va visualiser de façon vraiment nette ce passage. Donc, comme les ruptures partielles, c'est toujours un hypersignal qui est de type liquidien. C'est le même signal que la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Vous avez également le trou dans la coiffe, donc vous avez le supraépineux et le trou, et vous avez la communication entre la bourse et entre l'espace articulaire. L'arthro va être intéressante si on a la communication qui n'est pas visible. Donc, quand vous avez une rupture transfixiante, il y a un checklist à respecter. Donc, il faut toujours préciser justement la taille. Donc, ça va justement conditionner la prise en charge ultérieure du patient. Donc, on va vous préciser la taille de ce trou dans deux plans orthogonaux. Vous avez ici le plan coronal et vous avez la taille de ce gap, donc de cet écart entre les deux berges du supraépineux, donc sur le plan coronal et sur le plan sagittal. Parce qu'il y a une classification qui dit que quand on a donc un gap de moins de 1 cm, on est dans un bon pronostic. De plus de 5 cm, peut-être que le chirurgien n'essaiera même pas d'aller réparer donc une grosse lésion comme ça. Alors ensuite, on a la rétraction. Donc ça va conditionner également donc la chirurgie parce qu'il paraît que dans les stades 3, donc quand on a une rétraction vraiment très importante, donc ça, la reconstruction de l'anatomie normale de la coiffe va être impossible par la chirurgie. Donc on va utiliser la classification de Path et on va voir la berge distale du supraépineux. Donc si elle se projette en regard du bord supérieur du col huméral, on est dans un grade 1. Si elle se projette en regard de la glène, on est dans un grade 2. Et entre les deux, on est dans un grade intermédiaire.
les grades 3 sont donc corrélés à un mauvais pronostic. Ensuite, on verra également l'extension dans le plan sagittal, parce que la plupart du temps, les lésions de la coiffe vont intéresser le supraépineux, mais après, dans un plan sagittal, elles peuvent aller soit vers l'infraépineux en arrière, soit vers la longue portion et le subscapulaire en avant. Donc, les coupes les mieux adaptées pour chercher cette extension dans le plan sagittal vont être justement la coupe sagittale. Vous avez le supraépineux, l'hypersignal liquidien qui signe que c'est une rupture qui est donc c'est une rupture et non pas une tendinose. Vous avez en arrière l'infraépineux, en avant la longue portion de biceps et vous voyez que ce tendon n'est pas noir, il est en hypersignal. Donc ça veut dire qu'on a une extension vers l'avant, donc de cette lésion de la coiffe des rotateurs, une extension vers la longue portion du biceps. Alors toujours dans la longue portion, on peut avoir également une extension vers le muscle subscapulaire et vous avez ici donc sur la coupe sagittale le corps de l'omoplate, le muscle subscapulaire et son tendon qui est rétracté, donc il n'est plus inséré au niveau du trochin, donc il est rétracté. Bien sûr, quand lui, il va se rompre automatiquement, la longue portion du biceps va se luxer de sa gouttière parce qu'il n'y a plus le ligament transversal qui la maintenait dans sa gouttière. Et donc, si elle se luxe, vous aurez automatiquement cet aspect avec la longue portion qui est carrément dans l'articulation. Ensuite, il faut également évaluer l'atrophicité musculaire, l'atrophicité musculaire, parce que ça ne sert à rien d'aller donc réparer une coiffe alors qu'on a un muscle qui est complètement dégénéré, complètement graisseux, donc il va plus jouer son rôle et donc ça indique justement une abstention chirurgicale. Alors pour l'atrophicité musculaire, donc qui dit donc atrophie dit remplacement soit de la fosse qui occupe donc soit de la fosse musculaire, soit le remplacement des fibres musculaires par de la graisse. Et donc on aura besoin de voir justement le muscle et la graisse. Donc là on va pas utiliser des séquences avec saturation de signal de graisse, on va utiliser des séquences avec graisse, d'accord? Donc là ce qui est muscle va paraître gris et ce qui est plutôt graisse va paraître blanc. Donc le contraste nous permettra de voir ça. Alors il y a l'atrophie musculaire, il y a la dégénérescence musculaire. Pour l'atrophie musculaire, ce qu'on va analyser, vous avez ici une coupe sagittale avec le corps de l'omoplate en avant, l'épine de l'omoplate en arrière, le supraépineux en haut et l'infraépineux en bas. Donc vous avez au niveau de ce supraépineux, la fosse du supraépineux, c'est tout ça. Donc quand on dit qu'il y a, donc le muscle doit occuper l'ensemble de cette fosse. Alors dans cette classification de Tomaso, on va voir si le muscle occupe plus de la moitié ou moins de la moitié de la fosse. D'accord? Donc s'il occupe plus de la moitié, de 1 à 0,6 en fait, donc vous êtes dans une atrophie grade 1, de 0,6 à 0,4 vous êtes dans une atrophie grade 2, et là vous avez donc un bord qui est plat ici, convexe ici, là vous avez un bord qui est complètement concave avec le muscle qui occupe une toute petite partie de la fosse supra donc épineuse. C'est des grades donc qui normalement ne bénéficieront pas de chirurgie. Ensuite on a également la dégénérescence graisseuse. Donc la dégénérescence graisseuse, c'est lorsque le muscle est occupé par de la graisse. À l'intérieur du muscle, on trouvera de la graisse. Donc vous voyez ici, donc on a la classification de Gautalier et Bernageau, donc qui régit justement donc cette dégénérescence graisseuse, et on a 5 grades. Vous avez ici donc un muscle qui est complètement gris, et là vous avez l'apparition de quelques bondes qui ont le même signal que la graisse. Donc c'est des bondes graisseuses à l'intérieur du muscle. Donc quand on a quelques traînées, c'est un grade 1. Après, on compare la quantité du muscle par rapport à la quantité de la graisse, c'est-à-dire la quantité du gris par rapport à la quantité du blanc. Donc, vous avez ici autant de gris que de blanc, on va dire. Donc, on est dans un grade 3. Quand on a plus de gris que de blanc, on est dans un muscle qui est encore plus musculaire que graisseux, on est dans du 2. Et là, on a plus de blanc que de gris, et donc on est dans un grade 4. Alors, l'impingement ou le conflit donc, antérieur sous l'arche donc coraco-acromiale va expliquer lui aussi des lésions de la coiffe de rotateur. Et on a certaines lésions qui sont connues, donc pourvoyeuses justement de ce conflit et qui peuvent être traitées chirurgicalement, qu'on doit absolument chercher en IRM. Donc, ces lésions sont représentées par l'acromion de type vulnérant, l'arthrose acromioclaviculaire et l'osacromion.
acromiale. Et pour l'acromion, donc on a, bien sûr, on va l'analyser sur les coupes sagittales. D'accord? Donc sur les coupes sagittales, vous avez ici l'apophyse coracoïde en avant, vous avez l'épine de l'omoplate en arrière avec l'acromion, et vous avez là la glène. Donc lorsque cet acromion est plat, on est dans un type 1. Lorsqu'il est un peu concave, on est dans un type 2. Et lorsqu'il est complètement crochu, donc ça va être un acromion qui est vulnérant, qui va taper à chaque fois sur le supra- et infra-épineux et va être responsable justement de sa lésion. Alors ici, vous avez en IRM des coupes sagittales avec un acromion plat, un acromion à bord inférieur concave et un acromion avec un crochet, donc pointu. Ensuite, deuxième cause de l'impingement, c'est l'arthrose acromioclaviculaire. Donc vous avez ici une coupe coronale qui passe par l'articulation acromioclaviculaire et les moyennes. Donc vous remarquez ici que les berges articulaires sont hypertrophiées et que vous avez des becs ostéophytiques qui pointent sur le passage du supraépineux. En fait, sur l'image, ça ne pointe pas vraiment, mais on sait que lors du mouvement, donc le supraépineux va passer sous cette arche et donc va être à chaque fois accroché par cette arthrose acromioclaviculaire. Vous avez ici sur des séquences T2, parce que le liquide est en blanc, donc vous avez cette arthrose qui est en phase érosive, vous avez beaucoup d'œdème au niveau de l'os lui-même, donc c'est une arthrose qui pointe sur donc, le supraépineux, vous avez les anomalies de signal avec rupture de la face articulaire du supraépineux. Donc pour l'os acromial, c'est un os surnuméraire qui lui aussi peut participer au dérangement de la coiffe des rotateurs. Donc on va le reconnaître justement sur les coupes axiales très hautes, donc qui vont prendre la clavicule en avant, l'acromion en arrière. Vous avez un os donc tout à fait corticalisé, indépendant des deux précédents, qui lui aussi donc est incriminé dans cette pathologie. Enfin, on doit évaluer également est-ce qu'on a une élévation de la tête humérale, parce qu'il paraît que quand on a l'élévation de la tête humérale, la réparation de la coiffe n'est plus possible. Donc cette élévation, on la voit déjà sur la radio standard, mais là sur l'IRM, on peut également la voir parce que cet espace sous-acromio-deltoïdien donc, est ici quasi nul. Je ne sais pas si on a le temps pour faire l'instabilité. Ça. Donc, pour les instabilités, c'est essentiellement un exercice pour l'exploration du complexe labro-capsulo-ligamentaire. Donc, ce qui se passe dans l'instabilité, c'est que la tête humérale va passer en avant. Donc, 95%, c'est des instabilités antérieures, par luxation antérieure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a bien sûr le passage de la tête humérale qui va donc en avant, avec une course antérieure qui est exagérée, et il va percuter le bourrelet glénoïdien antérieur, éventuellement la glène osseuse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir également comment se présente un labrum normal en IRM. Donc, en IRM, un labrum normal, c'est toujours un fibrocartilage, donc c'est la même chose que le tendon, donc ça va être noir sur toutes les séquences. Et à chaque fois que vous aurez une lésion du labrum, ça va être du blanc dans du noir. Donc, c'est la même chose. Sauf que là, dans les labrums, il y a des petits pièges, il y a des petits récessus synoviaux, donc il n'est pas possible de les détailler dans cette séance, mais ces pièges doivent être quand même connus, donc comme ça vous ne tombez pas, vous ne dites pas qu'il y a une lésion alors que c'est juste une variante de la normale. Alors pour les lésions de l'instabilité, donc ce qu'on va voir, c'est essentiellement cet aspect-là. Donc, vous aurez une tête humérale qui présente une petite concavité en arrière, et puis vous aurez un bourrelet glénoïdien antérieur qui va se déchirer. Donc, on a dit que le bourrelet glénoïdien antérieur se voyait mieux sur les coupes axiales. Donc, vous voyez ici la glène, vous voyez le triangle noir qui était le bourrelet glénoïdien, donc qui est séparé de la glène par du liquide. Donc, on sait que ça, c'est ce que l'on appelle un Boncart fibreux. Donc, le chirurgien va partir justement pour réparer, donc pour réinsérer ce bourrelet dans la glène pour qu'il n'y ait plus justement cette instabilité. Alors, on peut avoir également une cassure de la glène, donc la tête ici, vous avez cette encoche de Malguen, donc qui est une lésion de passage, et elle a percuté le rebord glénoïdien antérieur, donc elle a cassé donc tout le rebord glénoïdien, c'est ce que vous voyez également donc sur le scanner. Alors la troisième lésion la plus importante est la lésion du ligament gléno-huméral inférieur. On avait vu que le ligament se voyait beaucoup mieux sur les coupes
coronale. Donc vous avez ce récessus articulaire qui normalement doit être en forme de U. Donc si vous avez donc ce récessus qui est rompu parce qu'il n'est plus soutenu justement par le ligament gléno-huméral inférieur, vous aurez la morphologie du U qui va varier. Vous avez le récessus qui fuse très loin dans le bras et donc vous avez cet aspect en J, donc qui signe justement un Hagel, donc qui va être aussi réparé chirurgicalement. Donc enfin nous avons, on a également les SLAP. Donc les SLAP, c'est des lésions qui paraissent donc de plus en plus fréquentes avec l'arthroscopie, parce qu'on les trouve de plus en plus fréquemment. Et c'est malheureusement des lésions qui ne sont isolées que dans 25% de cas. Et dans 75% de cas, vous les aurez avec lésions de coiffe, avec instabilité. Donc il convient de les déceler justement pour les réparer en même temps que la coiffe, comme ça vous aurez des résultats positifs. Donc les SLAP lésions, le gold standard pour poser le diagnostic positif, c'est l'arthroscopie. Mais nous, on a des signes pour les voir justement en IRM. Donc on avait dit que les SLAP, ça va intéresser surtout le bourrelet supérieur et que le bourrelet supérieur, on le voyait mieux sur les coupes coronales. Donc vous avez ici une coupe anatomique, vous avez la glène, la tête humérale, l'insertion du subscapulaire avec le ligament transverse et la longue portion du biceps qui vient s'insérer sur le tubercule supraglénoïdien supérieur. Et elle présente donc une adhérence très importante avec le bourrelet glénoïdien supérieur. Et vous remarquez ici qu'il y a un petit récessus synovial qui va donc séparer le bourrelet supérieur de la glène. Donc ce récessus, justement, ne doit pas passer pour un SLAP. Donc la SLAP, c'est à peu près la même chose que les lésions méniscales du genou. Donc c'est des lésions à l'intérieur du ménisque à la fin. Donc si ce récessus est régulier, et qu'il est inférieur à 2 mm, il ne faut pas en parler. Donc, c'est juste un repli synovial normal. Donc, il y a beaucoup d'autres variantes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ceci dit, donc, à chaque fois qu'on a donc, un défect au niveau de ce bourrelet, qui va paraître blanc sur les séquences T2 FATSAT, bien sûr, comme le défect du tendon, ben, il va être très irrégulier. Il ne va pas avoir la même orientation que cette lésion. Alors, bien sûr, il y a une classification. Donc, la lésion qui peut toucher le corps, qui peut être à l'intérieur du bourrelet, qui peut intéresser la base du bourrelet. On peut avoir également des anses de saut, exactement comme les ménisques au niveau du genou. Donc, on verra très bien en IRM. Vous avez le bourrelet avec une partie supérieure et une partie inférieure, vraiment en anse de saut. Et puis, le bourrelet peut également, en se cassant, débrancher, tirer sur la longue portion du biceps et on peut avoir carrément une rupture de la longue portion du biceps qu'il va falloir également signaler au chirurgien parce qu'il y a un traitement adapté. Alors, enfin, on a la capsulite rétractile. C'est, comme vous savez, donc c'est une cause, donc parmi d'autres, de l'épaule douloureuse, donc chronique. Donc, on peut tomber dessus sur l'IRM. On ne va pas faire l'IRM généralement pour poser le diagnostic positif parce que vous avez la clinique, l'épaule gelée, etc. Et puis l'arthro qui est à la fois un geste diagnostique, thérapeutique, etc. Mais il faut voir comment se présente cette capsulite en IRM, ne serait-ce que pour faire le diagnostic différentiel. Alors, on avait expliqué où se trouvait l'intervalle des rotateurs. Vous avez l'acromion par là, la tête, donc la glène par là. Vous avez le supraépineux, le subscapulaire, et là, vous avez la capsule qui est à peu près nue. Alors, cette capsule, normalement, ne devrait pas être vue à l'état normal. Lorsque vous l'avez comme ça épaissie, en hypersignal T2, donc on a cet épaississement de l'intervalle des rotateurs qui est en faveur d'une capsulite rétractile. Il y a d'autres signes, à savoir donc un épaississement du ligament gléno-huméral inférieur, avec un comblement graisseux, etc. Donc, qui sont un peu plus subtils à rechercher. Donc, l'IRM peut également donc, être appliqué à des pathologies non spécifiques de l'épaule, notamment toute la pathologie rhumatismale. Donc, ici, juste pour faire un exercice sur les différentes séquences, donc vous avez ici une séquence pondérée en... Donc, c'est une séquence T1 ou T2 ? Donc, c'est une séquence T2 parce que le liquide est blanc. Et en même temps, vous voyez que l'hyposignal de l'os et la morphologie de la tête humérale est complètement remplacée. Vous avez des érosions dans la tête humérale par un épaississement synovial, donc qui fait des véritables empreintes sur la tête humérale. Et donc, ici, sur la coupe sagittale, vous voyez un important épaississement de la capsule articulaire. Donc, c'est un épaississement synovial, donc qui serait en rapport avec une polyarthrite rhumatoïde. Donc, en conclusion,
les plans de coupe doivent être faits de façon correcte, c'est le seul garant d'image interprétable. Bien sûr, il faut se familiariser avec les différentes séquences et savoir qu'il n'y a que deux séquences de base et on les différencie par le liquide. Après, la saturation, c'est un artifice secondaire. L'arthro est fait essentiellement quand on veut, soit pour voir un trou dans la coiffe, soit pour explorer le complexe labro-ligamentaire, parce que c'est plus fin par rapport à l'IRM, et que l'IRM offre une excellente résolution en contraste, donc elle est vraiment incontournable dans le bilan pré-chirurgical généralement des lésions de la coiffe. Je vous remercie.